Allô? Bonjour à tous et tous, merci de votre présence. Je pense qu'on va bientôt commencer cette conférence qui pour nous est très importante. Je me présente, je m'appelle M. Dido Lacama, je suis coordinateur de Change ASBL et avec nos partenaires de l'Université congolaise de Belgique, on a tenu vraiment à mettre en place une conférence de presse afin de vous tenir au courant de qu'est-ce qui est fait en charge justement au niveau justement du Parlement fédéral et du Parlement régional. Et nous avons aussi eu un invité qui vient tout droit du Congo, lui-même il est député là-bas, et va nous tenir un peu au courant de qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'ils font à leur domaine pour justement amener la paix dans notre pays qui est la RDC. Mais avant ça, nous allons commencer avec une maman qui est une association qui voudrait lancer un petit message justement pour la paix en RDC. Maman Agnès. Voilà. Bonjour tout le monde. Permettez-moi quand même de vous demander avant de commencer d'écouter ou bien de chanter notre hymne national. Parce que je pense que c'est important de se rappeler. Et on se met Et on peut se retrouver. Merci beaucoup. Allez-y, allez-y. Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons les plus belles élans, dans la paix au peuple ardent. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment des libertés, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup. Ils ont été vaillants. Ils ont sacrifié leur vie. Et ils sont morts. Ils sont morts avec aussi des hymnes principalement. On n'a pas encore compris quelle est cette stratégie à aller quelque part tuer les femmes et les enfants. Je crois qu'on est encore distrait. Alors, excusez-moi. Je vous demande de prendre maintenant 1 minute de silence pour tous nos Ouazalendo, les FARDC, les mamans, toutes ces personnes mortes
sur le terrain et où on ne se rend même pas compte. Donc, j'aimerais bien que quelqu'un ait la gentillesse de me chronométrer une petite minute de silence, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, merci d'être ici aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à cet appel. Merci surtout pour l'équipe d'organisation d'avoir fait l'effort de mettre les forces ensemble, les synergies. C'est un signe que quand on veut, on peut être ensemble, on peut s'unir. Et c'est important qu'on puisse faire ici. Je prends la parole avec humilité et gravité, car la situation de notre pays, la RDC, est complexe et douloureuse, mais aussi porteuse d'espoir. Et vous allez comprendre maintenant, certains, bien sûr, pourquoi est-ce que je cours à droite, à gauche, vous me voyez dans un sit-in par-ci, j'ai des jeunes par là, partout. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que, en 1992, sous l'impulsion de Dieudonné Kabongo, nous avions monté caravane pour le Congo. Et donc, on marchait déjà comme des fous, comme des imbéciles dans les rues, pour essayer de pleurer pour le Congo. Et après cette expérience, je me suis rendu compte que le problème du Congo était plus loin et plus difficile qu'on l'imaginait. Je me suis dit, on va continuer. Et c'est ainsi qu'on a créé l'ASBL Petit Pas en 1992. Et permettez-moi aujourd'hui de vous parler au nom de l'ASBL Petit Pas. Qu'est-ce qu'on fait dans l'ASBL Petit Pas? Notre premier objectif était l'information, essayer de sensibiliser. Parce qu'en ce moment-là, on s'était rendu compte que la plupart des Congolais ne prenaient pas conscience de ce qui se passait. Je me rappelle, certains d'entre vous couraient partout à gauche, à droite pour essayer. Vous ne comprenez pas. Quand des amis rwandaises nous disaient, en ce moment-là, que votre pays, on va le prendre, Agnès. Et j'ai dit, mais vous allez le prendre comment? On vous donnera des femmes, des enfants, de la bière. Donc ça veut dire qu'on allait nous distraire. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Excusez-moi, je suis maman Agnès. Je vous ai dit que je n'allais pas vous prendre beaucoup de temps, mais je dois le prendre. Je vais respecter. Donc la personne qui me montre mes minutes, montre-les-moi parce que je vais respecter mon timing. Mais je vais utiliser mon timing pour dire ce que j'ai envie de vous dire. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est ne soyons pas distraits, on doit être unis. Vous savez, ce qui nous fait défaut, c'est notre mémoire courte. Et comme notre mémoire est très courte, on oublie. Je croyais que quand le président Félix allait entrer au pouvoir, tout le monde allait se taire, s'organiser stratégiquement. Parce que tout le monde savait déjà que le pays était déjà piégé de partout. L'infiltration est déjà même dans... Parmi vous, s'il y a peu d'infiltrés, mais bon, je vous le dis, je l'assume. Pourquoi? Mais parce que c'est depuis 60, réfléchissez. Un couple qui se marie en 60. Aujourd'hui, ses enfants ont quel âge? Mais la différence, c'est quoi? C'est que nos amis rwandais, parce que ça reste nos amis malgré tout, eux, ils savent où ils vont. Et quand je les vois, ils disent, maman Agnès, votre pays, on doit le prendre. Même si ça prendra 100 ans, on le prendra. Et nos enfants le savent. Et je dis, pourquoi vous devez le prendre? Mais parce que, d'abord, le nôtre est trop petit. Et puis, vous n'aimez pas le vôtre. Et vous laissez les étrangers toujours le prendre. Donc, il vaut mieux que ce soit nous qui le prenons. Donc, je le dis aujourd'hui, je n'ai pas peur. Organisez-vous. La jeune génération est là. Je vous en supplie, entendez. Ça ne dit pas, maman, ne parle pas. Non, je ne parle pas pour parler. Ce que je vous dis, c'est vrai. Ça, c'est ce niveau-là. Alors, je voulais vous dire aussi qu'il y a un constat qui est très difficile à voir. Nos églises, je voudrais m'adresser ici, et c'est pour ça que je voulais parler, à nos églises, principalement d'abord, je commence par les églises catholiques. Monsieur l'abbé Chollet, wow! Je ne sais pas à quelle époque vous êtes né, monsieur l'abbé. Avez-vous connu le président Mobutu? Quelles étaient les élections pendant le président
président Mobutu, nous avions 2 billets, vert et rouge. Alors, est-ce que c'était des élections crédibles? Répondez-moi, est-ce que c'était des élections crédibles sur Mobutu? Dites-le moi. Sur Mobutu, quand on vous donne que 2 billets, vert et rouge, et on vous oblige à voter vert, alors c'est crédible ça? Je n'entends pas, c'est crédible? Non. Voilà, merci. Après Kabila arrive. Kabila, je n'ai jamais compris. Un ministre des Affaires étrangères nous a dit ici, Kabila c'est un Rwandais qu'on a mis. Mais il n'y a que les Congolais qui n'ont pas compris ça. Rice, il court après le rice. Mais dites-moi, jusqu'aujourd'hui, M. Nanga, tous ces gens-là, est-ce que vous ne savez pas qui est M. Kabila? Ça fait partie d'un plan depuis très très longtemps qui sont occupés à mettre parce que vous êtes distraits. Je suis humanitaire d'abord, je m'en fous de qui est au pouvoir, je sauverai toujours le peuple. Et je vous dis, sur ce coup-là, vous vous trompez. Monsieur Kabila, il sait ce qu'il veut. Merci. Il sait ce qu'il veut. Il va où il va. Mais nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous organiser. Et mon cher président Félix, je voudrais vous parler ici parce que je sais que cette fois-ci, vous allez m'entendre. Chaque fois que j'essaie, je n'y arrive pas. Aujourd'hui, je vous dis, courage. Vous n'avez pas facile, vous êtes seul. Amen. Mais je vous dis, le peuple est derrière vous. Et vous devez continuer. Votre combat est difficile. La plupart n'ont pas compris pourquoi est-ce que vous courriez à gauche, à droite, partout. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris que les GCM ici, on ne peut pas parler dedans. C'est parce qu'ils n'avaient pas compris que vous aviez des infiltrés, même vos murs étaient truqués. Alors pour faire votre diplomatie, il fallait que vous alliez partout. Et c'est pour ça que maintenant je m'adresse aux mandataires. À vous de reprendre le relais. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est très bien, mais allez encore plus loin. Allez encore plus loin. Unissons-nous. Parce que tout le monde parle de l'Est de la RDC comme si c'était une entité à part. L'Est de la RDC fait partie de la RDC. Donc si l'Est de la RDC est touché, c'est toute la RDC qui est touchée. Donc parlons plutôt en termes de ces crimes, de cette guerre qu'on est en train de livrer à la RDC dans son entièreté. Donc je vous l'ai dit, 30 ans des violences innommables, 6 millions, on parle de 10 millions des morts, des 6 millions des morts, et on parle aujourd'hui des 400 000 déplacés depuis le 26 décembre 2024, 3 000 morts, si pas plus, parce que ce sont les chiffres officiels que nous avons aujourd'hui, mais je pense qu'au terme de cela, ces chiffres vont augmenter. On parle des milliers de déplacés. Aujourd'hui, dans ces milliers de déplacés, dans ces milliers de morts, ce sont les femmes en fait qui paient encore les lourds tributs. Ce sont les femmes qui sont violées, on le sait. Le Rwanda utilise le viol comme une arme de guerre, tout le monde le dit. Je pense que le docteur Mukwege n'a cessé de le répéter. Et qu'est-ce qu'on a fait? Oui, on lui a donné des titres, on lui a donné des prix. Oui, pourquoi? Pour se donner bonne conscience. Et après quoi? Rien, nada, nothing, rien du tout. Rien ne s'est fait pendant des années et à chaque fois, il y a une recrudescence. En 2013 déjà, nous, les femmes de la RDC, les femmes de la diaspora, on a milité contre les M23. Et il est vrai qu'à ce moment-là, la MONUSCO, avec l'aide des autres, ont pu mettre fin à cette cessation. 10 ans après, qu'est-ce qu'on voit? Le M23 qui revient. Et on ne pourra pas nous dire que la communauté internationale ne savait pas ce qui se passait à l'est de la RDC. Oui, tout le monde le savait, mais tout le monde s'est tu dans toutes les langues. Aujourd'hui, voilà, il y a une recrudescence de ces violences et on en parle à nouveau. Et de nouveau, nous sommes là pour faire pression, pour demander à ce que des sanctions soient prises contre le Rwanda. Mais des vraies sanctions, pas des sanctions du bout de lèvres, pas des sanctions du style on arrête la coopération, une petite coopération avec le Rwanda. Non. Pendant longtemps, oui, le Rwanda s'est caché derrière le M23 en n'y déployant pas son armée de manière ostentatoire ou ostensible et arrogante comme ce fut le cas maintenant. Aujourd'hui, donc, la communauté internationale ne peut plus se taire. Aujourd'hui, le Rwanda ne peut plus dire qu'il n'est pas derrière le M23 puisque ses militaires sont sur le sol congolais. Bien que M. Kagame le nie, mais tous les rapports, toutes les photos le montrent bien que l'armée rwandaise est bien sur les territoires congolais. Et je crois que c'est ça aujourd'hui qui fait qu'il y a des sanctions qui sont prises parce que quelque part la communauté internationale ne peut plus fermer les yeux sur cela. C'est une réalité qui est là. Donc cette hypocrisie de dire on ne le savait pas, on n'a pas de preuves, aujourd'hui ils ne peuvent plus dire qu'ils n'ont pas de preuves. Aujourd'hui ils ne peuvent plus dire que non, on ne le savait pas. On le savait déjà depuis longtemps, on attendait des preuves. Les preuves sont là. Aujourd'hui il est important, il est plus qu'important
que la communauté internationale, que nous tous, nous puissions prendre des mesures, des sanctions fortes contre le régime des Kagame. Et donc, par rapport à ça, nous, ici, de la communauté de la diaspora congolaise, en tant que mandataires, en tant que citoyens, nous agissons à notre niveau en fonction de nos possibilités. Qu'est-ce que nous, on a fait au niveau de la région bruxelloise? On a cessé d'interpeller, on a cessé de faire des propositions de résolution. Et cette fois-ci, au niveau du Parlement bruxellois, nous avons fait une proposition de résolution qui a été co-signée par 10 partis, je vous dis 10 partis, toutes tendances confondues, du Nord et du Sud, pour demander des réelles sanctions de la Belgique par rapport au régime des Kagame. Et c'est historique de voir vraiment que tout le monde a co-signé et d'autres partis ont pu s'y ajouter dans les amendements pour pouvoir co-signer cela. Ça, c'est le travail du monde politique. Et je pense que Lydia parlera du travail qui est fait au niveau fédéral et au niveau de l'Europe. Donc, dans cette proposition de résolution, qu'est-ce que nous avons demandé de manière concrète? Nous avons demandé à ce que la Belgique, puisque la Belgique, comme on le sait, je le rappelle, est signataire de nombreuses conventions internationales, notamment celles relatives aux droits de l'homme ou au droit international humanitaire et à la protection des femmes et des enfants en situation de conflit. Donc, rien que par rapport à ça, la Belgique a une responsabilité par rapport aux accords signés d'apporter assistance et de venir en aide à la RDC. On a aussi demandé dans notre proposition de résolution que l'Union européenne aussi prenne des sanctions, que l'Union européenne aussi réagisse, notamment que l'Union européenne aussi réagisse par rapport à ce qui se passe en RDC, en condamnant fermement l'offensive militaire de M23 et les soutiens avérés du Rwanda à ces groupes armés qui met en péril la stabilité de la région et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Oui, le Congo est touché, mais ce n'est pas seulement le Congo qui est touché, c'est toute la région des Grands Lacs qui sera touchée. Et avec ça, le Rwanda veut tout simplement déstabiliser l'est de la RDC, la région du Grand Lac. Pourquoi est-ce que le Rwanda veut déstabiliser l'est de la RDC? Tout le monde parle de minerais, tout le monde, mais ce n'est pas ça. La vision du Rwanda, il faut qu'on se le dise. La vision du Rwanda, ce n'est pas que des minerais. La vision du Rwanda, c'est l'expansion de territoires rwandais en prenant une partie des territoires congolais. Et je me rappelle en 2013, je ne sais pas Lydia si tu étais avec nous, et ce n'est pas que je mens, ce n'est pas des choses que j'invente. Je me rappelle en 2023, on était au Parlement fédéral. Et un de nos ministres belges ici nous a dit très clairement, le Rwanda n'a pas assez de place pour aller faire paître ses vaches. Et donc c'est vraiment des propos d'un ministre belge. Et si on y va, dans les annales, on trouvera cela. Et donc ce n'est pas, c'est déjà depuis longtemps qu'on le sait, le Rwanda aujourd'hui se cache aussi derrière, en fait, cette théorie de dire, voilà, c'est que les minerais économiques. Non, et il se cache, le plus important, et c'est de manière sournoise, c'est récupérer, soi-disant, le territoire congolais. Aujourd'hui, ils ont une armée de lobby, une armée des jeunes qui... Même fait un AVC tellement elle bougeait partout, elle se lève et elle dit devant tout le monde, Docteur Mukwege, on va faire de vous prix Nobel de la paix. Parce qu'on savait que Kabila n'aimait pas beaucoup le docteur, donc ce n'est pas le Congo qui allait introduire la demande de candidature. Et là, on fait une grande délégation. Et j'en profite de cet entrefait pour... saluer le ministre d'État André Flao qui est dans la salle. En 2013, André Flao était président du Parlement. Je lui téléphone. Il ne me connaissait pas très bien, mais il voyait souvent mon père, ils mangeaient ensemble chaque mois pour parler, parce qu'il a toujours un réseau international où il voit les acteurs de la société civile, les politiques pour essayer. Il fait ça depuis des années. Donc je prends le numéro du président du Parlement chez mon père, je lui téléphone, je dis bonjour monsieur Flao, je me présente, je venais d'adhérer au Parti Socialiste, je dis je dois vous emmener le docteur Mukwege, est-ce que vous le connaissez? Il dit non, je ne le connais pas, je dis mais j'ai déjà entendu parler de lui, je dis on aimerait que vous puissiez introduire sa candidature comme prix Nobel de la paix, on a déjà rédigé le dossier pour vous, mais on voudrait que vous puissiez le rencontrer. Et puis André Flao dit avec plaisir. Et il nous donne rendez-vous, on arrive avec le docteur, ils font un aparté d'1 heure. Et après ça, je pense qu'ils ne se sont plus jamais quittés jusqu'à ce jour. Et en 2013, c'est la Belgique qui introduit la candidature du docteur Mukwege. C'est pour dire qu'on a toujours besoin d'avoir des alliés à notre cause. Et à partir de 2013, chaque année, la candidature du docteur Mukwege a été introduite. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour dire qu'il faut toujours être persévérant.
2013, 14, il n'est pas prix Nobel. 2015, il a le prix Sakharov du Parlement européen. Et moi, ce qui m'avait étonné, je l'accompagne, le docteur, quand il reçoit son prix Sakharov. Et quand nous, on était une délégation de 50 personnes, on entre dans le Parlement européen. Tout à l'heure, maman Agnès disait qu'il y a des traîtres. Je n'ai pas cité son nom, moi, ce qui me choque. On avait une seule parlementaire d'origine congolaise. Quand nous, on entre, elle sort. On était hyper choqués, on dit, ah oui? Donc il y a quelqu'un de ton pays qui a le prix Sakharov, qui est la plus grande distinction, elle sort. Le docteur perçoit donc ce prix Sakharov en 2015, donc ça veut dire que l'Union européenne est très au courant de ce qui se passe. Donc quand la grande sœur parle de l'Union européenne avec vraiment vigueur et avec fermeté, elle a raison parce qu'ils font semblant, mais ils savent très bien, sinon ils n'auraient pas donné le prix Sakharov au docteur Mukwege en 2015. Vous n'allez pas primer un homme qui répare les femmes alors que vous savez que le viol est utilisé comme arme de guerre pour vider les villages. Et après, donc, vous devenez amnésique. Et puis, en 2018, Dr Mukwege reçoit enfin ce prix Nobel de la paix. Nous sommes à Oslo. Il y a eu, je crois, 5000 Congolais du monde entier qui se sont déplacés à Oslo pour accompagner le docteur qui reçoit ce prix. Il y a aussi nos artistes, Famille Poupa, Singila, Youssoufa, qui font une prestation gratuite, je tiens à le souligner, on ne les a pas payés pour marquer le coup. Donc le monde entier voit que le Congo existe. Et nous, on avait l'impression à ce moment-là que enfin, on va nous écouter, enfin les choses vont changer, mais malheureusement, rien n'y change. Alors, le rôle de la société civile est assez important dans le militantisme parce que la société civile, vous êtes des lanceurs d'alerte. Nous, parfois, le politique, on est pris dans un engrenage parce qu'on a plusieurs dossiers et il y a certaines choses qui peuvent nous échapper, mais la société civile voit les choses. En 2024, quand le fameux MOU passé entre le Rwanda et l'Union européenne qui est décrit aujourd'hui est signé, il y a plusieurs associations de la société civile qui se lèvent, dont une association qui est très proche du Parti socialiste, Solsoc, met en avant les problèmes de cet accord. Et d'ailleurs, même au niveau du gouvernement belge, à l'époque, le Premier ministre Tokro dit à l'Union européenne que ce n'est pas une bonne idée. Et la Belgique s'est abstenue. Moi, à ce moment-là, c'est dommage, on aurait dû avoir aussi des députés de la majorité, hein, pour qu'on puisse, parce que Gisèle Mandaïla et moi, actuellement, on est dans l'opposition, donc on ne dira rien de bon du gouvernement. Parce que voilà, c'est notre travail. Moi, je ne vais pas venir encenser le gouvernement, je n'y vois rien de bon. Et dès que j'ai été députée, je me rappelle, j'interpelle Adja Labib sur ce MOU, sur aussi l'aide de l'Union européenne au Rwanda pour la paix en Mozambique. L'Union européenne donne 20 millions d'euros en Mozambique. Donc j'interpelle Adja Labib, je dis, ah, c'est trop marrant. Kagame au Mozambique, il est grand acteur de paix, mais au Congo, il est acteur de guerre. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et on me dit, oui, on a parlé, on s'est abstenu. Et je demande à Madame Labib, parce qu'elle fait toujours le caliméro. Hein. Elle est toujours en train de souffrir, elle s'abstient, la pauvre. Mais je dis, mais soyez courageux, pourquoi est-ce que vous ne votez pas non? Pourquoi vous vous abstenez? Un peu de courage politique, madame. Je dis, oui, mais en matière diplomatique, vous savez. Et j'espère que le nouveau gouvernement aura plus de courage pour l'ambassadeur. C'est comme ça que l'ambassadeur est venu au Parlement fédéral et c'était très utile. Parce que les députés devaient entendre vraiment ce qui se passe. Il y en a bien sûr qui sont au fait de ce qui se passe. Il y a des familles politiques qui suivent, mais il y en a d'autres qui sont un peu distraits, qui sont plus dans la Palestine, etc. Et ce qui est important, c'est que pour la première fois, on a quand même 2 députés au Parlement fédéral d'origine congolaise, moi et papa Pierre Compagnie. Pourquoi c'est important? Je pense que c'est vrai, hein, sans dénaturer ou nier le travail que André Flao a accompli pendant des années, mais quand c'est toi qui es concerné, on sait que de toute façon, c'est toi, c'est ta famille. Moi, quand je parle de l'Est du Congo, je parle de choses aussi que, bien sûr, d'autres députés aussi les connaissent, mais moi, il y a ma famille qui est à l'Est du Congo, il y a mon sang.
Et parfois, c'est vrai que je peux parler avec une émotion parce qu'il y a mon sang qui parle. Et pour la première fois depuis le début de l'histoire de Belgique, on a des députés d'origine congolaise qui sont là. Et je pense que c'est aussi une bonne image pour la Belgique et pour le Congo. Ça marque quand même qu'on n'est plus dans la période de colonisation, que nous aussi, on occupe des places qui n'étaient pas les nôtres naturellement. Et je vous dis ça parce qu'en 2029, il y a des élections et c'est important d'avoir des élus au Parlement fédéral, au Parlement régional, dans les conseils communaux, à tous les niveaux de pouvoir. Si on régresse cette fois-ci, il y aura d'autres communautés qui vont gagner. Je parle par exemple de la communauté guinéenne, ils sont très bien organisés. Ils ne sont pas dans certaines des guerres. Au moment des élections, on est partout. Si on est bien organisé, chacun va être élu dans son parti. Moi, bien sûr, je ne parle que de mon parti, parce que voilà. Mais, à un moment, Gisèle Mandaïla vous a dit qu'il y a une résolution qui a été votée à l'unanimité au Parlement européen. L'un une motion au Conseil communal, qui a été co-signée également par plusieurs partis et qui a été votée à l'unanimité, qui demande, on s'est un peu inspiré les uns des autres, un peu les mêmes choses qu'au Parlement bruxellois. On demande aussi l'application de la loi sur la compétence unique. La réussite de la diplomatie au niveau économique, au niveau sportif, bref, à tous les niveaux, en interpellant même la société civile de pouvoir mettre la main dans la pâte pour qu'aujourd'hui la RDC recouvre sa dignité. Parce que nous sommes humiliés. Peut-être que vous êtes en train de me voir en veste, mais j'ai comme l'impression que je suis à poil. C'est bien bon de narrer une histoire, on peut se faire des images. Mais lorsque vous aviez vécu dans cette situation, lorsque cette situation vous concerne, je vais prendre un petit exemple. On vous parle du cancer. Vous vous imaginez à quoi ça peut ressembler. Mais les jours où un de vos membres de famille est atteint du cancer, vous sentirez la douleur que l'autre sent. Lorsque nos amis en Belgique organisent cette journée de réflexion sur la place de la diplomatie dans le conflit en République démocratique du Congo, en nous invitant, je ne suis pas venu ici pour faire un très beau discours, ni faire de promesses, moins encore me plaindre. Les larmes ont séché et le sang est en train de se vider à telle enseigne que nous ne pouvons plus supporter, entendre des discours de soutien à la RDC, de condamnation du Rwanda, sans action concrète. Il est grand temps que l'on s'élève pour décider et de dire maintenant ça suffit, avec l'hypocrisie de l'Union européenne, de la Belgique, de la France, et que l'on puisse sanctionner le régime dictatorial, totalitaire, comparable à Adolf Hitler, ces régimes du Rwanda. Tout à fait. Permettez-moi que je vous lise le quelques mots que je puis préparer, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, les élus belges, distingués invités à vos titres et qualités respectives. Au nom du peuple congolais, je vous remercie chaleureusement pour votre présence en cette conférence dédiée à une réflexion approfondie sur le rôle de la diplomatie face au conflit armé qui déchire mon pays, la République démocratique du Congo, depuis plusieurs décennies. Pour me présenter, je suis M. Ladi Angotikala, député national,
élu de la ville de Kisangani, une ville martyre. Comme vous le savez, en l'an 2000, ma ville natale qui est Kisangani était le théâtre d'une guerre meurtrière opposant les armées étrangères, à savoir ougandaises et rwandaises. Sauf erreur de ma part, c'est l'une de rares fois dans l'histoire de conflits mondiaux de voir deux armées étrangères se battre dans un autre sol qui n'est pas le leur. La tristement célèbre guerre des 6 jours à Kisangani, qui est partie du 5 au 10 juin l'an 2000. Et vos informations. On a aussi vu des députés de manière régionale et de manière fédérale qui nous disaient que voter les gens qui vont nous représenter, c'est important. On n'a pas fait exprès, pour ça je le dis clairement, de prendre tel ou tel parti, mais triste de constater que c'est une réalité. On a, pour moi, c'est peut-être une avancée d'avoir 2 députés fédéraux. Et moi, je pense que si on était mieux organisé, on aurait pu en avoir beaucoup plus de tous les partis différents. Et c'est parce que nous, la communauté de la société civile, on n'est pas encore assez organisé. Les politiques doivent faire leur rôle politique et ils le font. Et je remercie Mme Mochibone, je remercie Mme Mandela. Je les connais particulièrement, on travaille depuis des années avec eux parce qu'ils appuient aussi la société civile. Et si ce n'était pas là, il y a beaucoup d'actions qu'on a menées qui auraient été faites avec plus de difficultés. On les aurait quand même fait parce qu'on est tenace et vous savez comment je suis déterminé. Mais avec vous, c'est encore plus facile. Donc, s'unir, c'est mieux. Mais je m'adresse à vous, le public. Regardons-nous, soyons honnêtes. Je vois des gens dans la salle qu'on connaît, qu'on travaille avec eux, mais je vois beaucoup de gens aussi qui ont encore cette mentalité qu'on voit des fois dans notre pays et qui a traversé les frontières où chacun pense à son intérêt, même dans la guerre. Et je suis triste de constater que les gens n'ont pas compris que les enjeux sont beaucoup plus important que ce qu'on imagine. Moi, j'étais là il y a quelques jours, j'ai vu à Kinshasa comment les gens paniquaient. Vous savez qu'à Kinshasa, les gens ont peur de l'arrivée de ces gens-là. Les gens ne savent pas comment réagir, mais ils ne vont pas se laisser faire. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que les gens meurent par millions? Moi, je ne suis pas un politicien, je suis juste un militant. Je fais ce que je sais faire et je laisse à d'autres faire ce qu'ils savent faire. Mais il faut se poser des questions. Comment on est arrivé là? C'est ça la question. Comment on est arrivé à un grand pays, un pays si riche, arriver qu'un petit pays, soutenu bien sûr par plein de gens qui sont derrière eux, réussit à nous déstabiliser, à nous tuer, à violer nos femmes, et nous on est là, dans nos vies quotidiennes, et pour moi on ne fait pas assez. Et Onesha Africa. Excusez-moi, Cornelis Landou, agence congolaise de presse et magazine Onesha Africa, dont je suis le rédacteur en chef. Alors, j'avais une question pour M. Botenga qui n'est pas là. Malheureusement, je ne vais pas la poser. Je l'ai gardée pour moi. Alors, je vais commencer d'abord par féliciter nos élus locaux, puisqu'elles sont dames. Nos élus locaux, Gisèle Mandaïla et Lydia Moutebele. C'est pas dans les bons ordres, mais c'est pareil. Alors, pour tout le travail qu'elles ont fait dans leur juridiction, chambre comme représentation. Mais voilà. Donc je devais d'abord commencer par les féliciter parce que leurs communications ont tellement été claires que je n'ai pas de questions pour nos élus. J'ai une seule question pour notre représentant venu de Kisangani. Une petite question. Vous venez quand même du pays. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, nous faire le topo de la population d'abord de Kisangani, qui est une population meurtrie, on le sait, depuis longtemps. Quel est son ressenti vis-à-vis de l'avancée du M23? Est-ce qu'il y a une certaine crainte au niveau de Kisangani, puisque c'est votre ressort? Merci. On va prendre plusieurs questions parce que c'est là. Ok. Non, d'abord les journalistes. D'abord les journalistes. Hein. Ok. Disciplinés. Nouveau Congo discipliné. Merci beaucoup. Voilà, Georges Alves, Radio Campus et Mara FM. J'aimerais tout particulièrement
et remercier notre député venu du Congo qui a, à mon avis, fait une bonne lecture des causes de la guerre. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui échappe à son analyse, c'est qu'il ne dit pas assez, il ne fait pas les liens entre les pillages de matières premières du Congo, d'une part, et les multinationales. Son analyse semble bien juste se reposer sur ce que fait l'Union européenne, mais dans les faits, on doit savoir que l'Union européenne est elle-même chapeautée par des milliers de groupes qui soutiennent les intérêts des multinationales. Est-ce que cette analyse est également partagée dans les milieux congolais, dans les milieux politiques congolais, je vais dire? Et on enterre les petits-enfants. Comment ces soldats, comment l'armée rwandaise, comment tous ces belligérants regardent comment on mutile les enfants, les femmes et les mères. Ce n'est pas normal. Alors, les rapports de mapping, ça fait déjà des années que ça a été fait. Mais pourquoi 15 ans. Oui, mais pourquoi l'opinion internationale, qui, lui, elle, l'opinion, n'a pas encore pris des décisions d'une manière ferme. Donc, on ferme les yeux face aux mutilations des femmes et des hommes. Même des hommes en sécurité mutilés. Et des bébés. Donc, à ce niveau-là, même Hitler n'a même pas fait ça. Même Léopold II n'a même pas fait ça. C'est pas normal. Si vous n'êtes pas présenté, et on avait bien dit, s'il vous plaît. Marie-Henriette Louvengika, journaliste d'investigation. Merci. Donc, on va montrer aussi que nous, on s'est présenté. D'abord, la presse a posé ses questions. Ils auront des réponses courtes, s'il vous plaît, et précises. Et ensuite, le public qui est venu aura aussi ses questions-réponses. Merci. Ce serait ne pas être reconnaissant si je ne remercie pas nos amis, c'est-à-dire ceux qui pleurent avec nous. Il est vrai que à ma droite, Madame Gisèle, à ma gauche, Madame Lydia sont d'origine congolaise, mais ce sont des Belges, ce sont des parlementaires belges. Ils ont aussi des alliés avec eux qui continuent à travailler aux côtés de la RDC, entre autres André Clao, à qui je préférerais dire sincèrement merci au nom de la population congolaise, pour qui vous manifestez votre amitié que je considère sincère. Parce que tout autour de vous, ce n'est que de l'hypocrisie. La ville de Kisangani, quelle est la topo? De la frontière, de la partie est, la frontière avec le Rwanda, jusqu'à l'embouchure du Congo, au port de Banama, à Mwanda. La population est en train de vivre dans une terreur. Elle a peur de cette occupation rwandaise parce qu'elle sait que la RDC est en train de se battre. Pas seulement contre le Rwanda, mais seul contre tous. Du coup, dans la ville de Kisangani, la population est très agitée. Je crois que vous aviez suivi M. Corneille Nangaa. M. Corneille Nangaa vient de la province, de l'ex-province orientale. Aujourd'hui subdivisée en 4, l'une est devenue la province de Haut où il est, avec comme chef-lieu Isiro. Du coup, Louise et moi, nous venons d'un même coin. Mais la terreur que ses collaborateurs sont en train de s'aimer aujourd'hui dans la ville de Kisangani, avec les différentes spéculations, lorsqu'il dit, avant le 20, nous allons arriver à Kisangani. Vous vous imaginez dans quelles conditions la population de Kisangani vit? Tout le monde se précipite à gauche, à droite pour dire nous devons faire des provisions parce que nous en avons l'expérience. Si aujourd'hui la communauté internationale c'était, et même l'Union européenne c'était, c'est parce qu'il y a cette pression des multinationales.
dans ces pillages. On le sait, il y a Tesla qui doit utiliser les coltans et tout ça, et on nous parle de la transition énergétique. C'est important. C'est important d'avoir la transition énergétique parce que, bon voilà, mon collègue ici, mon homologue ici venait de parler de la biodiversité et de tous les mal que la planète subit ou subirait avec les conséquences de cette guerre. Donc la transition énergétique, c'est nécessaire. Mais est-ce que la transition énergétique doit se faire au prix du sang des Congolais? Non. Donc ce qu'il y a derrière, c'est vraiment les multinationales par rapport à ça qui font pression sur la communauté internationale. Je vais vous dire aujourd'hui pourquoi est-ce que Macron refuse absolument l'annulation de cet accord sur les minerais stratégiques. C'est tout simplement parce qu'il pense à Total. Aujourd'hui, s'il soutient le Rwanda par rapport au déploiement des militaires au niveau de Mozambique, oui, on nous dit qu'il y a les djihadistes qui sont là, mais c'est d'abord et avant tout pour protéger les intérêts de Total. Donc ce sont les intérêts économiques qui priment. Alors quand on demande de prendre des sanctions économiques, on entend de l'autre côté, on nous entend nous, parce que je me mets de ces côtés de cette communauté internationale sur le plan politique, on nous dit les sanctions économiques ne marchent pas. Mais c'est faux. Pourquoi est-ce que les sanctions économiques ne marchent pas? On nous le dit quand il s'agit de l'Afrique, mais pour la Russie, on a pris des sanctions économiques. Pourquoi est-ce que pour la Russie, ça devrait marcher et pas pour l'Afrique? Donc, c'est tout simplement parce que l'Union européenne, la communauté internationale travaille avec ces multinationales qui engrangent et qui ramènent de l'argent dans nos pays pour permettre en fait le bien-être des populations de l'Occident. Ce n'est que ça. Donc, il y a ce lien-là et il faut vraiment faire attention. Et il faut aller plus loin aussi par rapport à ces entreprises, comme mon frère venait de le dire, de boycotter je dirais, tout ce qui est économique, donc Orange, Total. Les pouvoirs totalitaires, leur mode d'action, c'est la peur et la violence. Alors, pour que cela cesse, il faut la fin du régime de Kagame. Pour qu'il y ait la fin du régime de Kagame, il faut de la pression, parce que je pense que chaque régime a toujours une fin. Et puis maintenant, vous, femmes, en tant qu'associatifs, il faut continuer à mettre les pressions sur les familles politiques, parce que par exemple, là, il y a une grande souffrance pour les femmes. Il faut l'ouverture d'un couloir humanitaire pour qu'on puisse leur envoyer même des protections hygiéniques, pour qu'on puisse leur envoyer les médicaments, le nécessaire, ne fût-ce que pour qu'elles soient soignées dans des bonnes conditions. Et voilà, moi, mon travail en tant que parlementaire, c'est harceler de l'opposition, c'est harceler le gouvernement, harceler nos ministres, pour qu'ils fassent leur travail de lobby aussi au sein de l'Union européenne. Et au niveau de la communauté internationale, il ne faut pas oublier, tout à l'heure, Gisèle en parlait, la dialectique des Rwandais. Eux, ils ont commencé la diplomatie et à mettre des choses dans la tête des gens depuis très longtemps. Donc, ils sont considérés internationalement comme des personnes fiables. Personne ne regarde comment une personne peut être élue avec 99% des voix. Moi, je n'ai entendu personne, aucun politique en Belgique, en France, personne n'a contesté l'élection de Kagame. Félix Tshisekedi a été élu avec 70%, je ne sais plus quoi. Tu avais toute la presse qui écrivait des articles. Mais quand c'était Kagame, je n'ai rien entendu. Donc c'est à nous aussi de faire ce travail. En tout cas, être assis derrière nos réseaux sociaux, travailler, relayer les bonnes informations pour qu'on puisse aussi entendre ce qu'on a envie qu'on dise du Congo et de nous. D'abord, merci d'être là. Moi, je voulais venir quand on m'a dit que cette organisation se faisait. C'est le gars qui l'a dit. J'ai dit, est-ce que tu crois opportun que je vienne? Il m'a dit, oui, viens. Bon, donc, quand je me dis, simplement, pour vous expliquer qu'effectivement, le Congo, j'y vais depuis très longtemps. 95, 99, je suis à la Kisangani aussi. Et il y a quelques semaines, j'étais encore dans le Kavuagon. Et effectivement, je voudrais simplement dire que qu'est-ce que nous avons fait? Ce qui me fait mal, c'est quand j'entends dire sur les réseaux que la Belgique ne bouge pas. Donc, qu'avons-nous fait jusqu'à présent? D'abord, témoigner. Témoigner de ce que l'on voit. Témoigner de ce que le Congo a fait dans sa transformation.
Et c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué le président actuel d'avoir parcouru le monde. Mais finalement, il a remis le Congo sur la carte du monde. En expliquant que le Congo était finalement le poumon de la Terre et l'avenir de la planète. Même chose en ce qui concerne l'Amérique du Sud, où finalement on ignore. Les Occidentaux que nous sommes font du nombrilisme. En Belgique, on se préoccupe essentiellement de ce qui va se passer en Ukraine. On a été très prompt à prendre des sanctions contre la Russie. On a été un peu moins rapide pour réagir face à l'invasion de Gaza par Israël. Et il y a des parallélismes. Quand vous critiquez aujourd'hui le gouvernement israélien, eh bien effectivement vous traitez d'antisémite. Or vous critiquez un gouvernement qui nie, fasciste, qui nie effectivement le droit international. Alors, Poutine, il ne peut pas le faire, Netanyahou peut le faire. Et en ce qui concerne Kagame, c'est la même chose. Il est sourd à tout ce qui se passe. Il y a une négation des organisations internationales où il faut être présent. Ne commettez pas l'erreur de quitter la francophonie, parce que la France est là. Vous avez vu ce que Kagame a fait, il a quitté la francophonie, mais il a fait désigner la secrétaire générale. Donc occupez le terrain, faites-vous respecter. Et nous sommes là aussi pour épauler, nous sommes aussi dans cette francophonie. Alors qu'avons-nous fait ici, peut-être de façon discrète? Il fallait mobiliser les parlementaires. Ça a été fait. Il y a eu une réunion organisée, je ne sais pas par qui, mais en tout cas, il y avait beaucoup de monde. Il y avait André Mbata qui était là. Il y avait des parlementaires qui se sont adressés d'abord aux Congolais et puis qui se sont adressés aux parlementaires. Et la diplomatie parlementaire, elle est fondamentale. Les parlementaires parlent aux parlementaires. Et c'est vrai qu'au détour d'un contact avec le président, j'ai dit qu'il faudrait que les chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent. Ils se sont réunis. Ils ont pris une situation, une position unie dans l'agression. Et je crois que c'est important. Vous l'avez dit, il faut être unis. On a ces différences politiques, etc. Moi, j'ai été dans la politique longtemps. Je n'ai plus été candidat, mais je continue quand même à être engagé. Et je parle avec tout le monde, pour faire bouger tout le monde pour le Congo. Et on a dit tout à l'heure à Hilde Votman, oui, j'ai travaillé avec Hilde pour faire en sorte qu'avec Elio Di Rupo et Esther Kellemans, etc., les Belges se voient réellement mobilisés pour porter la résolution qui a été portée au niveau européen, qui a abouti et qui devra être concrétisée avec la Commission. Il faut continuer à faire les pressions là où on peut le faire. Il est clair aussi qu'avoir des représentants comme, on s'est connus quand tu étais au gouvernement, c'était déjà, mais aussi comme Lydia et compagnie, ils occupent des endroits stratégiques. L'un est président de l'Union interparlementaire section Belgique-Congo, comme je l'étais, et la vice-présidente, c'est Lydia. Donc on peut effectivement continuer à apporter l'attention sur le Congo. On doit parler autre chose que d'Ukraine, on doit parler aussi d'Israël-Palestine, mais on doit aussi parler de l'Est du Congo et du Congo dans son ensemble. Sans honte. Les erreurs du passé, il faut les assumer. C'est clair. Ça a été scandaleux, on a laissé tomber les Congos et le Congolais, on est parti comme des vadrouilles, comme des gangsters en quelque sorte. C'est scandaleux. Et donc aujourd'hui, il faut faire du partenariat dans tous les domaines, et pour la population. Et à côté de cela, après avoir travaillé, je vais dire au niveau européen, il y a eu aussi la convocation de la commission spéciale où Lydia parlait, où tous les partis, il n'y en a aucun qui a dit le contraire, tous les partis, avec des tonalités un peu différentes, ont dit qu'il fallait effectivement condamner et avancer. Il y aura effectivement, au niveau du Parlement bruxellois, le travail a été fait, au niveau du fédéral, le travail est fait, au niveau des régions et des communautés, ça sera fait aussi, puisque Anne Lamblin, qui est aussi député, qui a travaillé pour moi, etc. à l'époque, va aussi déposer une résolution allant dans le même sens. Les partis politiques vont se mobiliser. Le mien va se mobiliser, il va organiser aussi une réunion. Et tant mieux s'il y a d'autres qui viennent. J'ai eu un contact aussi avec le nouveau ministre des Affaires étrangères, comme j'ai eu des contacts avec tous ses prédécesseurs. Et effectivement, vous avez vu qu'il tient un discours qui est un discours de fermeté. Alors il m'a dit, les Français ne sont pas fort contents, j'ai dit c'est pas grave, il faut avancer. Et effectivement, de proche en proche, et
avec la suspension de la coopération, c'est bon, ben voilà, c'est comme ça. On va peut-être récupérer les moyens de cette coopération pour réinvestir dans la reconstruction de Bukavu, de Goma, etc. et pour aider les sociétés pragmatiques. Et on va continuer à travailler comme ça dans de prochains proches vers les ministres, vers les députés. Et puis il y a les manifestations. C'est vrai, les manifestations, c'est important. Le travail parlementaire est important. Le travail dans les gouvernements est important. Il faut maintenir la pression à l'intérieur et à l'extérieur.